De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Nous continuons aujourd'hui notre exploration, entreprise dans l'épisode précédent, de l'œuvre de Clément Cogitor, notamment à travers son film The Evil Eye, prix Marcel Duchamp 2018, où il est question, dans Cartel, de la fabrique du consentement. Nous continuons sur le film de Clément Cogitor, The Evil Eye, un film de 2018 avec lequel il a remporté le prix Marcel Duchamp décerné par le Centre Pompidou. Jean-Charles Verne. J'avais expliqué lors du précédent cartel consacré à ce film que toutes les images du film avaient été achetées sur ces banques de données d'images qu'on trouve sur internet, Shutterstock ou Getty Images. Donc ces plans qui sont d'une très très grande qualité cinématographique, mais qui malgré tout ont la particularité d'être des plans séquences totalement vides de sens, puisque le but quand on les achète c'est de pouvoir s'en servir pour mettre le sens qu'on veut, faire une publicité de shampoing, faire passer un message politique, faire du marketing, etc. etc. J'avais précisé également que dans ce film, un certain nombre de ces plans qu'on voit donc dans le film de Clément Cogitor sont des plans tournés sur fond vert, donc qui est ce fond qu'on utilise au cinéma, de moins en moins d'ailleurs, parce que maintenant qu'on a les images de synthèse, on peut se passer du fond vert, mais en tout cas, durant les dernières décennies, quand on voulait faire des effets spéciaux, on mettait un fond vert derrière les acteurs, qui permettait donc de rajouter ensuite un décor. Les acteurs jouaient donc sans décor et puis on rajoutait le décor à la fin. Donc ce fond vert, il a été bien utile depuis très longtemps, aussi bien pour faire de la publicité que pour faire du cinéma, de la communication, etc. etc. Donc les images achetées par Clément Cogitor, ce sont quand même des images qui ont pour principale vocation normalement de vous inciter soit à adhérer à un message, soit à acheter un produit, puisque ce sont beaucoup de séquences qui servent à la publicité. Donc ce sont des images qui sont vraiment des images destinées à faire du marketing, et qui donc, par définition, sont des images destinées à la fabrication du consentement. Et là, on revient à quelque chose que j'avais déjà évoqué lors d'un précédent cartel, puisqu'on avait déjà parlé, à propos de la culture mineure et de la culture majeure, de la fabrication du consentement. Et la fabrication du consentement, c'est donc un concept qui nous envoie et évoque très fortement un personnage qui a été très important, aussi bien dans l'histoire de la publicité que dans l'histoire de la politique. Ce personnage, c'est un Américain qui s'appelait Edward Bernays, qui, au début du XXe siècle, a été le premier grand publicitaire, et qui reste d'ailleurs sans doute l'un des plus grands publicitaires de tous les temps. Et c'est quelqu'un qui, au départ, avait été très influencé, très inspiré par les théories d'un penseur français du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qui s'appelait Gustave Le Bon. Et Gustave Le Bon, c'est le premier intellectuel à avoir réfléchi à la question de la psychologie des foules. Il avait écrit donc un livre à la fin du 19e siècle sur ce concept de psychologie des foules, sur le fait qu'une foule ne se comporte pas comme un individu et qu'on peut donc agir de manière massive sur une foule à partir du moment où on a compris qu'une foule est mue par un certain type de comportement et de psychologie. Donc Edward Bernays s'est donc inspiré, a repris à son compte les théories de Gustave Le Bon. Il faut également signaler qu'il est lui-même le double neveu par son père et par sa mère de Sigmund Freud, donc l'inventeur de la psychanalyse, et qu'il a vécu toute son enfance en vacances en Autriche chez tonton Freud. Donc il a été baigné durant son enfance, son adolescence, dans un contexte très, très, très particulier qui est celui de la psychanalyse naissante. C'est quelqu'un qui s'est forgé, qui a forgé sa pensée, donc à l'aune de ses théories sur la psychologie des foules et des premières théories de la psychanalyse. Il va donc être l'un des tout premiers publicitaires. Alors à l'époque, au début du XXe siècle, on n'appelle pas ça de la publicité, on ne s'appelle pas d'ailleurs publicitaire, on s'appelle conseiller en relations publiques. Et en 1916, Edward Bernays est appelé par le président Wilson, donc président des États-Unis, qui lui demande de retourner l'opinion américaine pour convaincre la population américaine que l'entrée en guerre, pour la Première Guerre mondiale donc, est une juste cause. Alors que Wilson avait été élu exactement sur le contraire, en disant « nous n'entrerons jamais en guerre ». Donc là, il s'aperçoit qu'il a guère le choix et qu'il faut que les États-Unis interviennent en Europe. Et donc il demande à Edward Bernays de retourner l'opinion américaine, l'opinion publique, pour convaincre les Américains que l'entrée en guerre est une juste cause. Il va réussir en quelques semaines, en utilisant notamment dans les cinémas américains un certain nombre d'acteurs qui vont apparaître à l'écran, donc je pense à des gens comme Charlie Chaplin par exemple, qui vont apparaître à l'écran en s'adressant directement aux spectateurs
pour parler de cette question-là. Donc très très vite, l'opinion américaine va se retourner. Un peu plus tard, Bernays va devenir, donc là pour le coup, le véritable premier grand publicitaire américain. Il va être embauché par l'American Tobacco Company, qui va lui demander de doper les ventes de cigarettes aux États-Unis. Et la solution qu'il va trouver pour que l'American Tobacco Company vende davantage de cigarettes, ça va être de faire fumer les femmes, qui en fait n'avaient pas le droit de fumer dans les lieux publics. Donc en utilisant un certain nombre de stratagèmes, dont j'ai déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus, il va faire fumer les femmes, ça va devenir une mode même, et donc évidemment les ventes de cigarettes vont exploser. Plus tard, il va être embauché par une société qui fabrique du bacon, qui va lui demander donc d'augmenter les ventes de bacon, et il va tout simplement inventer le petit déjeuner à l'américaine avec le bacon, les œufs, les tartines, et il va en faire une institution. Voilà. Donc ça vous donne un peu le cadre de cet homme qui, et là je reviens maintenant au film de Clément Cogitor, c'est celui qui va vraiment inventer ce concept de fabrication du consentement. En 1923, il publie un premier livre qui s'appelle La cristallisation de l'opinion publique, et en 1929, il publie un second livre qui s'appelle Propaganda. Ces deux livres vont vraiment être des livres très importants pour tous les publicitaires, mais ça va être notamment les livres de chevet de quelqu'un comme Goebbels dans les années 1930, donc qui était le responsable de la propagande sous le régime d'Adolf Hitler. Donc Goebbels va utiliser les théories d'Edward Bernays pour mettre en place tout son système de propagande au profit du Parti national-socialiste nazi. Ces livres vont également être des livres de référence pour tous les grands publicitaires contemporains. Je pense notamment à l'un des plus grands publicitaires français, Jacques Séguéla, qui également se réfère très régulièrement à Edward Bernays. Donc, on s'aperçoit que dans les différents exemples que je viens de donner, j'ai fait une parenthèse un peu longue, prie de m'en excuser, mais on s'aperçoit là qu'il y a vraiment une intrication entre la fabrication du consentement politique, président Wilson, la propagande, Goebbels, et la publicité, Jacques Séguéla. C'est-à-dire qu'avec les mêmes théories, on peut convaincre une opinion d'une idée, on peut faire de la propagande politique et on peut aussi vendre des produits, faire de la publicité. Et donc toutes les images sur fond vert qui sont utilisées par Clément Cogitor dans The Evil Eye, elles sont très précisément enracinées là, au croisement entre la persuasion, le fonctionnement de l'inconscient, c'était le double neveu de Sigmund Freud, le stéréotype et la consommation. Alors ce fond vert qu'on voit apparaître dans les images, il a une histoire. La technique du fond vert pour les effets spéciaux au cinéma, elle a été définitivement mise au point en 1980 par George Lucas pour son film L'Empire contre-attaque. Elle arrive au même moment, quasiment à quelques mois près, que le premier appareil photo numérique, en 1981, premier appareil photo numérique, et elle arrive quelques années avant Photoshop. Photoshop, c'est 1986. Clément Cogitor, c'est un artiste qui est né en 1983. Ça veut dire que, comme tous les artistes de sa génération qui travaillent sur l'image, qu'elle soit photographique ou cinématographique, il est très exactement le produit, en tout cas il vit dans cette génération d'artistes qui sont arrivés au moment où les premiers effets spéciaux performants arrivent au cinéma, où l'appareil photo numérique est utilisé de manière populaire et où Photoshop permet de manipuler toutes les images comme on le veut. Donc quand on est un artiste et qu'on est né à cette époque-là, on ne peut absolument pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand on veut faire du cinéma ou de la photographie et qu'on est né dans les années 80, on est bien obligé d'avoir dans un coin de sa tête le fait que toutes les images peuvent être manipulées en post-production avec des logiciels que tout le monde peut se procurer. Donc dans The Evil Eye, il y a cette question-là, c'est-à-dire tout ce qui est sur fond vert est manipulable. Donc, tout ce qu'on est en train de regarder dans une salle de cinéma est manipulable. Donc, nous sommes nous-mêmes, étant en plus dans une espèce de situation de quasi-hypnose dans une salle de cinéma, alors comme je l'ai expliqué la dernière fois, on est un public potentiellement manipulé. Donc ça, c'est très intéressant dans le film, sur le plan de la technique pure. On va revenir maintenant peut-être à la narration elle-même et à cette voix off de femme qui nous raconte donc cette histoire d'effondrement global de la civilisation. Il y a un passage très symptomatique dans le film où on a un plan fixe comme ça sur une femme blonde. Elle a des ongles très longs et elle a la peau du visage complètement vérolée. Donc c'est une femme qui est à la fois belle et totalement effrayante. C'est presque une figure de sorcière d'une certaine manière. Et au moment où son visage apparaît, la voix off dit « Je suis nombreuse ». C'est une manière de nous faire comprendre qu'on est véritablement confronté à un oracle, mais un oracle multiple. C'est-à-dire on est à la fois face à la Némésis, donc la déesse de la vengeance, mais on est aussi face à la figure de la sorcière, on est aussi face à Antigone, on est face à l'oracle de Delphes, à la Pythie. Il y a cette idée que la femme dans le film incarne toutes les femmes qui, tout au long de l'histoire, dans toutes les mythologies, dans tous les récits bibliques, religieux, etc., ont incarné cette capacité de prédiction et d'annonciation de mauvaises nouvelles. Là, ça commence quand même avec Ève, voilà. Il y a dans le film, à un moment donné, l'image d'une femme rousse qui est tournée
vraiment en ralenti très très fort. Elle se retourne et on a sa chevelure, donc c'est typiquement une image de shampoing, de pub de shampoing. On voit la chevelure comme ça qui évolue dans l'espace au ralenti. Et là, évidemment, avec le texte de la voix off qui se surimpose par-dessus les images, on est dans une symbolique qui est vraiment celle de la femme rousse du Moyen-Âge. C'est la femme rousse au Moyen-Âge, c'est la sorcière. C'est la femme maléfique. Toutes les sorcières sont rousses. Quand on lit les histoires, les contes pour enfants, etc., très souvent les sorcières sont rousses. Puis un peu plus tard dans le film, il y a d'autres images qui amènent des sous-titres. Le mauvais œil, tout est accompli, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc le film, en fait, ne cesse de nous rappeler que finalement, de manière cyclique, avec un temps cyclique, le film ne cesse de nous rappeler que tout est joué et qu'il n'y a plus rien à faire, que voilà, il ne nous reste plus qu'à assister à la finitude du monde, à l'apocalypse, etc. Et puis, il y a des petits plans séquences également qui sont très intéressants dans le film, où on se trouve là non plus avec des figures de femmes, mais on est à l'intérieur d'un data center. Alors, le data center, c'est les endroits où on a des énormes disques durs, dans des meubles vitrés, dans des vitrines fumées, et ce sont les endroits où on a les serveurs Internet, qui permettent toutes les connexions Internet d'une région, d'un pays, d'un continent, etc. Et donc, on a des images comme ça, où on est à l'intérieur d'un data center, on a le sol qui est carrelé blanc, on a les grandes vitrines qui sont vitrées comme ça avec du verre fumé, et au milieu, on voit évoluer un serpent qui se glisse le long d'une espèce de vitrine comme ça, et cette vitrine, espèce de meuble vertical, la manière dont elle est cadrée, dont elle est montrée par Clément Cogitor, bien qu'il n'ait pas encore une fois fait lui-même les images, elle évoque, mais de manière immédiate, la séquence du début du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le fameux monolithe noir de la connaissance, qui est cette pierre arrivée de l'espace, qui tombe comme ça, qui se plante dans le sol, et que vont venir toucher les hommes singes, et ils vont avoir comme ça accès à la connaissance. Donc on a dans le film une espèce de grand parallélépipède, qui n'est plus le monolithe de Kubrick, mais qui est ce lieu dans lequel il y a des ordinateurs, il y a des disques durs, et où finalement on comprend qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est intégrée dans des disques durs, elle est intégrée, c'est une connaissance qui a été transformée en langage binaire, en une succession de 0 et de 1. Et on a dans le film un serpent, donc avec évidemment la connexion biblique que ça implique, qui évolue comme ça dans le data center. Donc on a une espèce de, comme ça, de retournement, d'inversion du jardin d'Éden dans le film. Voilà en gros de quoi parle le film. Et le film se termine donc sur cette espèce de karaoké avec la musique de Purcell, de cette composition de Purcell qui s'appelle The Tempest, donc qui est inspirée par La Tempête, la pièce éponyme de Shakespeare, où on voit une femme qui danse. On a un gros plan comme ça sur une femme en robe noire qui danse avec les paroles de La Tempête de Shakespeare, de l'opéra qui défile. Et le film se termine comme ça. Et une fois que les images sont terminées, on a ce grand noir de 15 secondes avant que le film ne soit définitivement terminé. C'est un film qu'il faut évidemment voir. On peut en voir des images sur le site internet du FRAC Auvergne. Cartel. Je pense que pendant un certain temps, on le laissera aussi probablement en accès Vimeo. Par Jean-Charles Vergne. Pour qu'on puisse le visionner, parce que évidemment, c'est bien d'avoir écouté les cartels, mais si on ne peut pas voir le film, c'est un peu dommage. Le film est également visible au FRAC jusqu'au 10 janvier dans l'exposition Le Mauvais Œil. Donc l'exposition prend le même titre que le film lui-même, puisque le film se trouve là pour le coup au cœur de cette exposition. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.